Le premier groupe de travail qui va venir vous expliquer ce qu'il a fait depuis un an, c'est le groupe de travail sur la collecte ciblée pour une circularité concrète qui est porté par Damien Saumuro de Decathlon, qui a été directeur innovation l'année dernière, mais qui maintenant a pris des fonctionnalités sur la circularité, qui a élargi son périmètre. Il y a plusieurs marques d'eau dont tu t'occupes aujourd'hui. Et donc, tu t'es emparé dans la chaire du sujet de la collecte. Je te laisse du coup nous expliquer tout ça. Merci Damien Pelé, puisqu'on va préciser, puisqu'on a deux Damien, d'être avec nous aussi aujourd'hui, d'avoir accompagné Damien pour partager sur le sujet. Je vous laisse à la manœuvre. Ok. Et à tout à l'heure. Très bien, et ben c'est parti. Oui, j'ai pris des nouvelles fonctionnalités, enfin des nouvelles fonctions chez Decathlon où je m'occupe maintenant de mettre des produits que l'on produisait déjà dans un système circulaire et donc de faire en sorte qu'ils puissent être recyclés, réutilisés et que le système se mette en place derrière. Et donc du coup, on a attaqué, j'ai pris en charge l'animation du groupe du groupe sur le sujet de la collecte pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas chez nous, qu'on ne sait pas faire. Autant concevoir des produits, les produire, etc. On a une petite expérience, autant sur toute la chaîne post-consumer, c'est assez neuf. On a des connaissances sur l'occasion, on sait faire des choses là-dessus, mais dans le textile, c'est beaucoup plus difficile, notamment pour nous. Et donc du coup, en fait, on a abordé le sujet par la collecte comme étant vraiment le point de départ de la chaîne post-consumer, et ce qui nous permettra aussi demain que les produits sur lesquels on travaille puissent réellement intégrer un process circulaire. Aujourd'hui, on a fait le constat que dans nos productions, on a déjà des produits qui sont recyclables, des produits qui ont besoin de très peu de délissage, de très peu de démantelage, mais le circuit tel qu'il est conçu aujourd'hui et tel qu'il fonctionne ne permet pas de faire émerger cette possibilité de recycler ces produits et de vraiment retourner à la fibre, qu'elle soit naturelle ou synthétique, pour pouvoir réutiliser cette matière. D'où l'idée de... Alors cibler, c'est une solution qu'on se propose d'explorer pour réellement faire en sorte que nos produits recyclables ou réutilisables intègrent bien cette filière-là. Voilà, alors on parle de la collecte, mais on parle également dans le groupe de l'ensemble de la chaîne post-consumer, parce que la collecte étant le point de départ, j'ai dit, mais derrière on parle du tri, on parle avec les recycleurs, on parle aussi entre nous, marques, de la réutilisation de ces matières-là dans nos futures productions. Et donc du coup, voilà, on a vraiment intégré dans le groupe, vous allez le voir tout à l'heure, pas mal d'acteurs. On a interviewé pas mal d'acteurs de la chaîne pour pouvoir rentrer et acquérir pas mal d'informations sur cette suite-là, pour voir comment nous, marques et retailers, on peut aussi intervenir dans le système pour permettre cette circularité. Il y a un deuxième enjeu qui est celui du retail. Donc on s'attend, comme sur beaucoup d'autres natures de produits, à avoir dans le futur des obligations de collecte du textile dans nos magasins. Et l'idée, c'était aussi de faire, à partir de cette obligation, et d'en faire une opportunité pour justement être un nouveau point de départ pour ce circuit-là, et donc de travailler aujourd'hui avec tous les acteurs de la chaîne pour qu'on arrive à mettre cette chaîne-là en place. Il y a aussi un enjeu, donc il y a un enjeu pour le retail, et derrière on a aussi un enjeu pour nos productions, puisque le recyclage, c'est aussi les matières qu'on pourra réutiliser demain dans nos produits. C'est un enjeu important pour la filière, et on sait qu'on va avoir besoin demain d'aller trouver du polyester ailleurs que dans les bouteilles, de trouver du coton ailleurs que dans nos chutes de production. Donc on a vraiment besoin d'aller investiguer ce système-là. Alors nos acteurs, donc forcément Decathlon, on a Kiabi qui travaille avec nous, donc on a en fait des marques entre Decathlon, Kiabi, Gémeaux, Lacoste, Petit Bateau qui travaillent avec nous sur le sujet. On a des marques qui sont également retailers, donc Decathlon, Kiabi, Gémeaux, Lacoste, Petit Bateau ont également leur magasin, mais aussi du retail à travers d'autres enseignes. Les galeries, qui est dans le schéma inverse, qui a une petite production à lui, mais beaucoup de représentation des marques dans ces magasins. Et après, un réseau de collecteurs trieurs avec Synergie, TLC, GBTEX, Patatam, qui ont des fonctionnements un petit peu différents et qui nous éclairent aussi sur le fonctionnement du système. Une association, la Croix-Rouge, qui fait aussi de la collecte avec un système qui est très différent des collecteurs trieurs classiques. Et puis Reset et Paris Good Fashion qui nous accompagnent également dans le rayonnement de nos travaux et pour le mettre en synergie avec leur réseau, avec leurs actions de leur côté. Et donc on a vraiment, Paris Good Fashion a une centaine d'acteurs dans son groupe. Donc j'imagine que les réunions de travail à 100 personnes ne sont pas évidentes. Déjà à 10, à 10 ou 12, on a déjà vu ce que ça donnait. Donc à 100, donc on peut vraiment aller, nous, dans le cœur des sujets. Et après, avec le relais de Paris Good Fashion et avec le relais de Reset, d'aller chercher un peu la résonance que ces sujets-là vont avoir chez les autres, chez nos compagnons.
Et donc je lance un appel en même temps, parce que dans la chaîne, je parlais de travailler sur toute la chaîne, donc de la collecte au tri, au recyclage. Et en fait, aujourd'hui, il nous manque, on a interviewé des recycleurs, on a parlé avec eux, mais on veut aussi en intégrer dans le processus de travail. Donc si certains, alors on en connaît quelques-uns, on a déjà prévu de contacter quelques personnes, mais si certains ici nous entendent, le groupe est ouvert. Si vous voulez venir discuter avec nous, vous serez accueillis avec grand plaisir. Alors nos avancées depuis l'année dernière. L'année dernière, on avait parlé de mettre en place un POC de collecte et un POC de collecte ciblé pour voir comment ça va intervenir dans le schéma. Il y a eu des avancées sur ce sujet-là. On n'est pas arrivé tout au bout de ce qu'on voudrait faire. Alors l'année a été complexe pour les commerçants, donc certaines choses ont pris du retard. Néanmoins, on a quand même, dans nos travaux, fait une première action qui était de faire une première cartographie des acteurs du recyclage pour la boucle fermée comme pour la boucle ouverte. Même si nous, acteurs du textile, on est beaucoup plus intéressés légitimement par la boucle fermée, on s'intéresse aussi au reste. Donc on a attaqué cette cartographie et ce n'était pas juste avoir les noms des personnes, mais avoir les noms des entreprises et leur fonctionnement, quel est leur modèle, quelles sont leurs contraintes d'entrée, leurs contraintes de sortie et comment on peut les intégrer dans cette boucle-là. On travaille aussi beaucoup avec les collecteurs trieurs sur se dire comment ce qu'on veut expérimenter, ce qu'on veut faire peut fonctionner dans le système et pas casser tout ce qui fonctionne déjà et proposer quelque chose qui va apporter une option supplémentaire sans détruire ce qui existe déjà et donc garder un équilibre cohérent pour le système. Et du coup, on a des membres, donc Galeries Lafayette, Kiabi et Decathlon, qui ont déjà mis en place des collectes. Petit Bateau aussi a mis en place une collecte, j'ai oublié, il manquait un petit logo, je m'en excuse, qui était plutôt, donc chez vous plutôt à des fins de seconde main. Et si je dis pas de bêtises. Et derrière, en fait, là, ce qu'on fait aujourd'hui, on a des enseignes qui avaient, pour certaines, notamment pour les galeries et pour Kiabi, déjà des systèmes de collecte en place. L'avancée qui est faite maintenant, c'est en fait, on va travailler sur la collecte telle qu'elle est faite, tout venant, sans chercher à cibler spécifiquement, avoir une analyse très fine de ce qu'il y a dans les gisements pour pouvoir le comparer au flux général des TLC. Donc voir déjà si ce gisement est un peu différent, quelles sont ses caractéristiques. Et dans un deuxième temps, dès que ces systèmes-là ont pris une ampleur, un rythme de croisière, on va attaquer sur de la collecte sélective, donc faire des appels potentiellement en événementiel sur des courtes durées pour appeler certaines natures de produits et faire émerger un gisement d'une matière spécifique. Là, on a une petite difficulté dans le process, c'est que dans la collecte, on collecte par nature de produit. Dans le recyclage, on parle de matière. Et donc, il y a un croisement à faire à ce niveau-là qui est assez complexe, mais auquel on va s'atteler. Damien, je te sens lancer, j'ose à peine t'interrompre, mais peut-être que Damien, Pelé, tu pourrais te présenter. C'est prévu après? C'est là. Ah, pardon. Oui, alors bonjour à tous, moi c'est Damien Pelé, je suis directeur développement durable des Galeries Lafayette et du BHV depuis 6 ans. Et puis j'ai rejoint le groupe de travail sur la collecte il y a 1 an. Nous, les galeries, je ne vais pas vous faire tout ce qu'on fait en matière de développement durable. Là où on a vraiment sauté une étape, c'est en 2018, on a lancé un label interne qui s'appelle Go for Good, qui vise à identifier des produits meilleurs, ou au niveau environnemental, ou au niveau social, ou parce qu'ils sont fabriqués en France. Meilleurs, hein, pas des produits parfaits. C'est pour ça que nous, on bannit totalement dans notre communication le mot de produit éco-conçu, parce qu'il faut aller très très loin pour qu'un produit soit éco-conçu. Donc à l'heure actuelle, il y a à peu près 1000 marques qui participent à ce programme et ça va des plus grandes marques de luxe aux plus petites marques. D'ailleurs, le magasin de Biarritz a été pionnier en organisant le mois dernier un grand concours régional pour sélectionner des marques locales selon des critères de responsabilité. Et une a été élue par nos clients et sera donc vendue en magasin. On observe là, depuis 2-3 ans en matière de recyclage que la part de produits Go for Good recyclés augmente, mais clairement on est sur du pré-consumer, donc des chutes de prod. Mais on arrive quand même à des taux de 80%. C'est quand même assez intéressant de voir qu'on était sur des taux de 20%, qu'on avait des taux de 80%. Et puis bien sûr la fameuse bouteille en PET. On observe aussi en matière de communication des choses rigolotes. Le mot recyclé, à partir d'un certain niveau de standing, ça fait peut-être pas très premium. Alors le mot régénéré est très utilisé. Ou alors on emploie le mot poétique de plastique des océans. On n'a pas envie de dire déchets plastiques. Mais en tout cas, ça progresse, mais clairement pas en boucle fermée. Moi, le sujet du recyclage, l'électrochoc, ça a été lors d'une consultation qu'on a réalisée avec Paris Good Fashion. On a fait une consultation l'année dernière avec un certain nombre de marques. On a demandé aux Français comment agir ensemble pour une mode plus responsable. Question ouverte, 100 000 participants.
première réponse des gens, le recyclage. Franchement, je ne m'y attendais pas. Hein. Je pensais que vous alliez nous parler du bien-être animal ou d'autres choses, mais pas du recyclage comme sujet numéro 1. Donc en fait, clairement, les gens qui ne sont pas comme nous des spécialistes de la filière ont identifié qu'il y a un énorme problème sur le sujet. Donc on s'est dit, bon ok, il faut qu'on accélère sur ces questions-là. Comme tu le disais, on avait déjà une collecte en place. On donnait des points de fidélité quand les personnes ramenaient leur TLC. Là, on s'est dit, bon, il faut à la fois qu'on rende ça plus visible pour montrer que le recyclage, la matière recyclée, lui donner ses lettres de noblesse dans un grand magasin, que c'est pas sale, que c'est pas honteux, que ça a toute sa place sous la coupole du boulevard Haussmann. Et on doit essayer, en tout cas, de voir, on n'a pas la réponse à ça, de voir si en faisant des collectes ciblées, finalement, si en impliquant le consommateur, dans une espèce de macro-tri, on peut faciliter le travail des trieurs après et donc arriver à un coût de matière recyclée qui est inférieur à celui qu'il est actuellement. Donc la première action qu'on a menée, c'est déjà inciter les marques qui sont chez nous à mener des initiatives. Donc on a une marque de collants qui a fait une collecte ciblée sur les collants. On a une marque de chaussures qui a fait une collecte ciblée sur les chaussures. Et puis on le fait sur d'autres secteurs, mais on le fait sur les poêles aussi et sur les jouets en plastique. Donc déjà, toutes les marques chez nous qui ont envie de faire une collecte sélective sur un produit très particulier, on les encourage à le faire et elles sont de plus en plus nombreux. Nous, maintenant, de notre côté, donc on a ouvert ce nouveau concept à Paris. On va le déployer en province au cours des 2 prochaines années. On a ouvert le Restore. Le Restore, c'est un magasin de mode circulaire où vous pouvez acheter et vendre de la seconde main, acheter des produits fabriqués en matière upcyclée ou recyclée et acheter tout le nécessaire pour entretenir, conserver, faire durer le plus longtemps les produits. Et donc dans ces Restore, ça va être qui sera placé dans un endroit stratégique et visible du magasin. C'est là où on compte organiser des collectes sélectives. Et donc la première qu'on va faire, c'est à petit niveau sur de l'upcycling. Donc on va appeler certains produits, certains motifs qu'on va donner à des étudiants d'une école pour créer une collection. Mais là, ça reste à petite échelle. Et moi, j'attends beaucoup de l'expérimentation. On est en train d'essayer d'identifier le fameux produit qu'on va tous appeler en même temps. Alors, je ne sais pas si ça sera le t-shirt en coton, si ça sera la fourrure polaire, pour essayer de voir si, en ayant un gisement homogène comme ça apporte quelque chose après, quoi. Et peut-être sur retour d'expérience sur le groupe, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est déjà d'être confronté à des acteurs de l'aval. Parce que je connaissais beaucoup les marques, mais moi, les trieurs, les collecteurs, et c'est vrai qu'on aurait besoin de connaître les recycleurs. Je connaissais très mal leur métier, et parfois on part dans des idées, on a eu plein, et ils nous ont dit non, mais ça sert à rien. Donc déjà, ça c'est quand même utile, au lieu de s'embarquer sur un projet d'1 an, d'avoir des gens qui vous disent tout de suite, sans être dans une logique non plus, oui, mais c'est impossible, on ne veut rien tenter. Parce que aussi, ce que j'ai apprécié dans ce groupe, c'est que quand vous commencez à parler de boucle fermée, très rapidement, on vous dit non, mais ça, on a déjà tout essayé, c'est pas la peine, ça marche pas. Là, on est autour de la table, c'est que des gens qui ont envie d'essayer et qui croient pas qu'on est allé au bout de toutes les hypothèses. Donc ça, vraiment très appréciable. Et puis bien sûr, le collaboratif qui, je pense, va beaucoup jouer dans ces expérimentations. En plus, on représente des marques assez différentes, des produits assez différents, donc ça va être super intéressant. Et un constat commun aussi sur le fait que la filière TLC en France, elle a répondu, il faut qu'elle continue à répondre à des objectifs sociaux, soutien aux associations, soutien à l'économie sociale et solidaire, mais il est absolument crucial aussi qu'elle réponde à des critères environnementaux. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on partage tous, pas jouer l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Peut-être un point aussi, parce qu'on est parti nous direct dans nos sujets, mais sur les volumes de vêtements qui sont mis. Alors 600 000 vêtements. En mise en marché français, les chiffres d'EcoTLC donnent de Refashion, pardon, nous donnent des volumes qui tournent aux alentours de 600 000 tonnes de mise en marché par an, et une collecte qui va fluctuer entre 200 et 300 000 tonnes de gisements collectés. Donc entre 30 et 40% en fonction des années. 30% c'était 2020 qui était un peu compliqué,
Et 40%, c'était à peu près la norme dans les années précédentes. Donc il y a des gisements qui sont très conséquents, qui sont soit dans vos placards, soit au pire dans vos poubelles. Et c'est ces gisements-là qu'il faut qu'on arrive à collecter, à ramener dans des circuits de valorisation, pas uniquement sur donc, de la revente, mais bien sur des outils de valorisation, de recyclage. Et il y a une mine d'or, et l'idée c'est qu'on a de la matière première dans nos placards, et c'est qu'on a de la matière première à la disposition des marques et des fabricants pour pouvoir reconcevoir des produits issus de ces matières-là. Donc la collecte, elle est un enjeu central. Certains avaient tendance à dire la collecte, c'est le dernier maillon. Déjà, il faut qu'on sache recycler, il faut qu'on sache travailler, etc. La collecte, ça sera facile, on s'en préoccupera plus tard. Merci finalement d'avoir néanmoins pris ce sujet parce qu'il faut qu'on redessine le paysage de la collecte et il faut qu'on puisse savoir ce qu'on est en capacité à récupérer en faisant différents tests pour pouvoir savoir aussi ce qu'on est capable de faire au bout de la chaîne. Et en effet, la réflexion doit être complète parce qu'il ne suffit pas que nous, marques, faisions des produits recyclables. Il faut que le système puisse suivre derrière. Et la collecte, c'est un sujet, le tri, c'est un sujet, le recyclage, c'est un sujet, l'utilisation du gisement derrière est un autre sujet. Et par la collecte, donc on a appelé le groupe collecte, mais on essaye d'avoir une overview sur le global et de voir comment on influence sur le premier paramètre qui est celui de la collecte, quel impact ça peut avoir, positif ou négatif, on ne l'espère pas, mais positif sur la suite de la chaîne pour justement permettre ce schéma et permettre que le gisement de matière recyclée qu'on pourra utiliser dans nos productions plus tard, soit compétitif et puisse être vraiment mis en place. Quoi. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions ? Terrible. Pourtant, il y a du monde. Hein, peut-être. Mais non, vous n'êtes pas sur les bancs de l'école. Non, non, non. Le professeur ne va pas vous juger. Juste préciser avant de poser votre question, présentez-vous et dites voilà l'activité et ce que vous faites, ça aidera aussi les personnes à mieux vous répondre. Ok, donc Rudy de la société Venitz. Moi j'aurais voulu savoir un petit peu, parce que je trouve très intéressant le développement des restores, avoir un petit peu plus de détails sur ce développement-là, parce que pour l'instant, forcément sur le premier magasin, et voir un petit peu, tu as parlé de 2 ans, parce que je trouve que ça réunit bien beaucoup d'intervenants différents et assez larges, et savoir un petit peu voilà, quel est parce que la problématique des espaces dans les galeries Lafayette, qui est la problématique qu'on retrouve dès qu'on sort des magasins parisiens, voir comment, voilà, jusqu'à où ça va pouvoir aller et à quelle vitesse. C'est un vrai choix stratégique. Vous ne m'avez pas attendu pour savoir que la seconde main est un sujet qui est en train de, comme un rouleau compresseur, de transformer notre secteur. Et finalement, on s'est dit que dans le monde des grands magasins, il y avait, on dit tout le temps, il y a 1/3 des gens qui consomment de la seconde main. Mais il y en a encore 2/3 qui n'en consomment pas. Pour des raisons de propreté, de crainte d'aller sur ces produits-là, de présentation qui n'est pas ce qu'ils attendent. Et on pense que nous, on a un rôle à jouer, clairement, pour déjà le premier élément du restore, c'est présenter de la seconde main de façon aussi désirable que de la première main. Vous baladez à Haussmann, peut-être que vous n'allez même pas réaliser que vous êtes dans de l'espace seconde main. C'est la première chose qu'on voulait faire. On voulait aussi la mettre dans un endroit très central. Au début, on s'est dit, est-ce qu'on l'isole dans un coin, le coin des gens hyper engagés, ou est-ce qu'on veut plutôt essayer de convaincre les gens qui passent? C'est plutôt ça l'option qu'on a pris. Et donc, c'est clairement un investissement, hein, un investissement de se dire, on va consacrer des beaux espaces, donc des rez-de-chaussée, des sorties d'escalators à ces sujets-là. Pourquoi ? Parce qu'on y croit à la fois en termes évidemment de développement durable, mais on pense que pour l'avenir du magasin, on parlait de l'avenir du magasin, typiquement, aller essayer un produit de seconde main, c'est une taille unique, et c'est quand même mieux de le faire dans un magasin, que ça peut nous aider évidemment à reconquérir une nouvelle clientèle, à développer le trafic en magasin. Il y a plein aussi de bonnes raisons pour le faire. On est aussi à une période où on a, nous, beaucoup souffert de la crise. On souffre encore beaucoup de la crise à cause de la perte du tourisme. Et c'est aussi quelque chose qui participe d'une stratégie plus globale de reconquête d'une clientèle française. Donc c'est vraiment, mais c'est clairement, comme tu le soulignes, c'est pas une petite décision. D'autant plus que je me réjouis du fait que ça ne sera pas que à Paris et que vraiment, normalement, tous les grands flagships de province seront dotés très rapidement. Merci Rudy pour la question et Damien pour la réponse. Oui, j'en avais. Oui, Romain Chaumet de Fashion Data.
J'avais une question sur la traçabilité justement pour la collecte, notamment chez Decathlon, ou de plus en plus de retailers qui ont des puces RFID ou des manières de taguer les vêtements. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement automatiser dès la distribution des produits, en fait, cette capacité à classifier les produits jusqu'à la matière et puis finalement avoir une méga base de données partagées sur les origines et les matières de chaque article? Alors on aborde le sujet, je pense que ça va être abordé tout à l'heure dans le témoignage de Bellara, mais en effet c'est des sujets qui sont sur la table. Nous, notre sujet aujourd'hui, il est aussi de se dire comment on peut faire quelque chose de concret tout de suite. On parle, vous avez raison, on parle de la mise en place de la traçabilité, des puces qui permettront de suivre les produits très longtemps derrière. Mais il faut qu'on prouve que ces puces aujourd'hui vont tenir le choc de la durée de vie d'un produit pour des produits qu'on va peut-être commercialiser l'année prochaine ou dans 2 ans, qui vont avoir leur durée de vie la plus longue possible, on le souhaite, et à ce moment-là seulement on les collectera. Donc on imagine, alors j'ai pas le timing en tête, mais on pense qu'il se passera 7-8 ans avant qu'on ait vraiment la collecte des produits avec des produits pucés avec ces solutions de traçabilité. Et entre-temps, il faut agir. Donc voilà, on est plutôt dans cet entre-temps. De la même manière, on sait qu'on a sur le tri, il y a des techniques, il y a des machines de tri par proche infrarouge. Tout n'est pas parfait, tout n'existe pas encore. Elles ne sont pas encore implantées, elles ne sont pas encore démontrées leur viabilité industrielle. Et on espère que ça va arriver le plus vite possible. Mais de la même façon, on veut de la tech, mais on sait que ça prend du temps et donc on ne veut pas faire que attendre la tech, quoi. Et juste un tout petit complément, nous on a travaillé aussi sur un sujet expérimental qui utilise l'intelligence artificielle et qui vise à pouvoir reconnaître, et ça se fait avec Decathlon et le groupe ERAM, des chaussures en fin de vie, usées, abîmées, souillées, dégradées. Et en les prenant en photo, on arrive à les faire matcher avec la même image de cette chaussure lorsqu'elle était neuve. Et si on raccroche l'image à de la donnée, à savoir la composition de la semelle de la chaussure, la colle qu'on a utilisée, est-ce qu'elle est facilement réactivable pour pouvoir séparer la semelle et tout ce qui compose la chaussure, là on va pouvoir agir sur la fin de vie du produit, avoir une traçabilité totale. Mais encore une fois, ça c'est des projets, on a montré la faisabilité de cette technique. Donc aujourd'hui, on peut mettre une chaussure devant une caméra abîmée et dire ah c'est la chaussure de ce modèle-là. Mais voilà, c'est encore à long terme parce que ça veut dire qu'on entraîne l'intelligence artificielle sur de nombreux modèles. On en a à peu près pour 18 mois pour aller finaliser et passer à un modèle à 500 modèles pour atteindre après l'ensemble des collections qui pourraient intégrer ce système-là. Mais comme l'a dit Damien, il y a des solutions, il faut agir maintenant. Mais on va encore plus loin que la RFID, on va aussi sur la reconnaissance produit par l'image via l'intelligence artificielle. Il y avait une autre question ? Oui, bonjour, je m'appelle Romain, je suis étudiant à l'ESTIA. J'avais une question pour vous, c'était quels sont vos points de collecte ou sources pour le recyclage, vos matières premières de recyclage, et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur pour vous aider à poser nos vêtements quelque part ou vous aider tout court dans cette démarche? Alors aujourd'hui, les sources, elles sont globalement sur le polyester, c'est la bouteille. Donc si vous voulez qu'on ait du polyester recyclé dans nos prods, mettez bien vos bouteilles dans les bonnes poubelles, etc. C'est une première action. Mais on sait que ça ne va pas suffire. La bouteille ne va pas suffire à fournir le polyester pour l'ensemble de la production textile, d'autant qu'elle va être aussi récupérée par les emballeurs. Donc on a besoin d'aller récupérer ça dans nos produits. Pour le coton ou les autres matières, on a des schémas qui se passent à partir des chutes de production aujourd'hui, parce qu'on sait très bien, comme en production, on sait quelle matière on met sur la ligne. Donc quand on a la chute, on sait quelle matière est dans la chute, et donc on sait sur quel circuit l'envoyer. Aujourd'hui, pour vraiment mettre dans le schéma de la circularité et du recyclage, il faudra juste qu'on attende qu'on mette le processus du sélectif en place pour voir si ça peut fonctionner, si ça peut aider. Il y a déjà des choses qui se font un petit peu en tri, mais aujourd'hui, vraiment, le recycleur a besoin d'une donnée très très précise sur la matière qui rentre dans son équipement, sur la matière, mais aussi sur l'assurance que le produit est de bonne qualité. Je regarde Paul-Antoine derrière qui disait hier un jean, on sait qu'il est en 100% coton, mais si avec le proche infrarouge, on va voir le 100% coton du jean, mais on va passer à côté du papier de bonbon qui est resté dans la poche. Et ça, dans la machine de recyclage, c'est pas possible. Donc du coup, il y a tout ça à mettre en place derrière. Et aujourd'hui, vraiment, l'alimentation de la chaîne de recyclage à partir de vêtements post-consumer n'est pas encore... c'est un peu tôt. Mais néanmoins, une action à faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des bornes relais, des points de collecte, dans lesquels souvent on pense qu'il faut mettre uniquement les bons vêtements et qui vont bien.
Mais le textile, même usagé, doit se retrouver dans ces bandes de collecte. Alors voilà, même s'ils ne sont pas revendables et de seconde main, mais parce que c'est toujours mieux que dans le déchet ménager, dans la poubelle de la maison, mettre une paire de chaussures, même abîmée dans la poubelle de la maison. Derrière, c'est enfoui. Et il faut vraiment mieux amener les vêtements, même très abîmés et pas revendables, dans ces points de collecte qui sont dédiés à la fois à la seconde main, mais au recyclage des articles textiles. Oui, ok. Donc moi c'est Sophie, je suis étudiante à l'EM Lyon Business School. Et donc moi je m'interroge surtout à la capacité des produits milieu de gamme à devenir plus durables. Donc comment intégrer des matières recyclées sans que cela impacte trop les coûts, surtout pour Decathlon, Galeries Lafayette, c'est un peu plus luxe, disons. Mais comment faire pour proposer des pantalons, des leggings à 15 € tout en restant éco-responsable? C'est la grande difficulté et c'est vraiment la raison. Le projet est né aussi d'une expérience qu'on a menée, d'un projet qui est en cours chez Decathlon sur le travail autour du coton recyclé. Et on a rapidement identifié que dans ce projet-là, la difficulté était... Alors, il y a encore des améliorations techniques à faire, mais il y a des produits en magasin aujourd'hui en coton recyclé qui viennent de ce projet-là. Par contre, la difficulté aujourd'hui, c'est que ces produits-là, économiquement, ne fonctionnent pas. Ils sont entièrement sponsorisés parce que le gisement de coton de départ coûte aujourd'hui 10 fois le prix qu'il devrait coûter pour pouvoir assurer économiquement cette chaîne-là. Donc du coup, là, vraiment, c'est pour ça qu'on travaille là sur le sujet de la collecte, parce qu'il y a ce besoin d'identifier des produits coton, de préférence blanc, comme c'est plus facile pour la teinture derrière, c'est plus facile pour les associer à d'autres fils, à de la fibre neuve. Mais aujourd'hui, ce coton-là, il a une importance dans le schéma du trieur, dans le schéma du recyclage existant. Il participe dans un gisement qui sert à faire des chiffons d'essuyage. Et donc, du coup, si nous, on vient le prélever, l'autre gisement a moins de valeur. Donc, c'est plus difficile pour les collecteurs-trieurs de retrouver leur équilibre économique. Donc, du coup, il y a tout ce schéma-là à travailler. Et donc, d'où l'idée aussi de se dire, on peut faire des appels sur des produits, des natures de produits où on sait qu'ils seraient 100% coton, et avoir un schématrique qui permet de vérifier que c'est le bon produit, et voir du coup faire émerger le coton en le triant dès la collecte. Et là, on pense qu'on peut gagner quelque chose, parce que ce qui est vraiment très compliqué aujourd'hui, c'est dans une benne de vêtements tout venant, d'identifier où est le 100% coton blanc dedans, quoi. Ouais. Vous pensez que c'est possible quand même à terme de réussir à avoir 100% des produits éco-responsables tout en maintenant ce modèle de produits assez accessibles niveau prix, ou est-ce qu'il faudrait changer de modèle et passer à quelque chose d'un peu plus premium, donc en incitant à acheter moins, mais à acheter vraiment de meilleure qualité on ne va pas revenir sur notre ADN qui est de rendre le sport accessible. Par contre, dans nos travaux de conception, dans notre R&D, on travaille pour en faire... Comment dire ça ? On pense qu'un produit qui sera extrêmement durable sera beaucoup plus accessible, parce que vous n'aurez pas besoin de le renouveler plusieurs fois. Donc on est vraiment persuadé que la durabilité est aussi un enjeu de l'accessibilité et que les produits qu'on fait doivent durer le plus longtemps possible. On va juste prendre une dernière question, mais ceux qui sauront bien vous répondre, je pense que c'est le groupe ERAM qui vont intervenir juste après, parce qu'ils ont vraiment cette volonté de rendre accessible la mode durable à tout le monde. Et je pense que Gauthier aura des éléments avec le programme Change for Good. Juste la dernière question sur ce sujet-là. Merci. Élise d'Hermès. Moi, j'ai une question un petit peu plus retail, commercial, par rapport au restore dans les Galeries Lafayette. Je voulais vous demander comment vous envisagez le service aux clients, la communication, comment intéresser le client sur ces produits et développer son intérêt, puisque ça va être des produits qui ne sont pas neufs, qui sont de différentes marques. Donc, quelle est votre stratégie retail, commercial, par rapport aux collaborateurs que vous mettez sur vos points? Alors, la stratégie retail, c'est plutôt déjà, on travaille avec ce qu'on appelle, nous, des éditeurs de seconde main, déjà. Donc, l'idée, c'est pas de faire, pas d'essayer de copier une friperie, c'est pas notre métier, on ne sait pas faire, mais d'avoir une offre très éditée. Donc, déjà, il y a une sélection très éditée. Il y en a, ils sont spécialisés sur les années 60. Il y en a un autre, il est spécialisé sur le denim. Donc, déjà, ça passe par là.
Et du coup, je dirais que ça rencontre assez naturellement son public. Mais l'idée est plutôt d'avoir à l'entrée des critères extrêmement exigeants, une présentation aussi. Une présentation très grand magasin et une formation des collaborateurs également très développée. Ça, c'est hyper important. Et pour le coup, sur le Restore, on a vraiment mis le paquet à ce niveau-là. On a formé tous les collaborateurs à ces choses. Merci à vous deux. Je propose qu'on en reste là. Il y aura le déjeuner à 13h. Évidemment, vous pourrez continuer à challenger et à solliciter tous les intervenants.